complexe. donne les outils qu'il faut pour réussir. De lutter contre une espèce d'ambiance délétère. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Diasporama. Il sera question ce soir de revenir sur quelques associations qui activent un peu partout en Europe pour la promotion de l'image de l'Algérie à l'étranger, en Europe notamment, mais aussi pour renforcer et garder ce trait d'union entre les deux rives. Nous parlerons également des différentes expériences de nos invités, chacun dans son domaine, à savoir l'art, la culture, l'économie, mais aussi les énergies et les nouvelles technologies. Et nous reviendrons également sur l'importance des transitions et du transfert des connaissances, des expertises. Et tout cela sera avec nos invités, à savoir Madame Aziza Aouer. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Madame Aouer, vous êtes vice-présidente de l'association austro-algérienne. Parmi nous également, docteur Abdelrahman Abben. Alors, docteur, vous êtes professeur des universités, vous êtes inventeur et directeur de l'Institut euro-méditerranéen des énergies renouvelables et vous êtes installé en Belgique. Et parmi nous également, Madame Yamina Khoudri, et vous êtes présidente de l'association Algérie comme Event et vous êtes installée à Clermont-Ferrand. Bonsoir à vous, bienvenue à vous encore une fois. Alors, je vais commencer par vous, docteur Abben. Alors, vous, je dirais, je vais peut-être être un peu plus subjective que d'habitude, parce que je suis déjà venue vous voir auparavant dans un cadre purement professionnel où on a fait un petit peu un reportage sur vos découvertes, sur vos inventions, et vous êtes un peu ce modèle de génie créatif. Alors parlez-nous un petit peu de ce passage entre l'université algérienne, l'expérience algérienne, valencienne, et puis votre atterrissage au niveau de Belgique. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très très heureux, croyez-moi, quand je suis parmi vous. Bonheur partagé. Voilà, donc l'Algérie de demain, l'Algérie d'aujourd'hui, croyez-moi, on n'a pas de complexe à faire vis-à-vis des universités européennes. Nos chercheurs, nos médecins, ils ont rayonné à l'extérieur, en Europe, dans le monde entier. Et nous avons un bel exemple ce soir. Un très très bon exemple. Je disais, les ingénieurs algériens, quand ils partent à l'étranger, ils réussissent leur DEA et leur Master 2 et puis finalement leur thèse de doctorat. Alors justement, vous, docteur Abben, parlez-nous un petit peu de ce passage entre ces différentes universités. Donc je voyage partout, je disais comme la Suisse, c'est la faculté de Lausanne, la faculté polytechnique de Mons, maintenant l'université de Valenciennes devient faculté polytechnique de France. Et finalement, croyez-moi que les Européens, les professeurs éminents, les académiciens, ils reconnaissent tous nos chercheurs. Les universités algériennes, ils font un bon boulot. Regardez, je sillonne toutes les universités algériennes. J'ai créé l'Institut euro-méditerranéen. J'ai invité presque 660 chercheurs algériens. Et maintenant, après-demain, je suis à Alouette. Le 11, j'ai une conférence à Alouette avec les Allemands. Et puis, je pars à Constantine, à Oumoul-Bouari. Quelle chance pour nous, on a pu vous capturer ce soir pour cette émission. Oui, justement, le temps, je cherche après le temps. Je veux acheter le temps. Le temps, vraiment, c'est incroyable. Le temps passe très très vite. Alors justement, parlez-nous de votre Eureka, j'ai envie de dire. Moi, je disais, quand on fait quelque chose pour notre pays, croyez-moi, on est heureux. On est très très heureux. Quand on fait quelque chose à nos chercheurs algériens, quand demain j'ai une conférence à Schlef avec un Allemand qui va venir, M. Ham, je vois l'accueil chaleureux. On ne demande rien. On vient avec nos propres moyens. J'ai enseigné 5 ans en Algérie. Mais finalement, mes doctorants, c'est le fruit de l'Algérie. Et justement, comment s'est déroulé le process de votre création? Le process de notre création, les inventions, c'est la communication avant tout. Quand vous venez, vous réalisez, moi je vois, c'est la communication. Si on n'a pas de communication, on ne réalise rien. Et il faut la communication professionnelle. Et il faut la modestie. Moi, je suis un simple. Il y a des milliers mieux que moi. Un grand merci, mais finalement, moi, j'étais veilleur de nuit à l'hôtel pour financer mes études. Et j'ai enseigné, mais finalement, j'ai trouvé des académiciens comme Firenze, comme l'académicien Malabar, qui était avec Costaud. J'ai côtoyé le professeur Leray, mais finalement, les physiciens, des grands physiciens. Mais j'ai trouvé, le dernier que j'ai côtoyé, c'est Arantaziev. La modestie, la communication. J'étais comme chez moi, chez lui, il me reçoit chez lui. Mais ces gens-là, ils m'ont communiqué quelque chose. Il y a une communication très recherche. Moi, je suis rien du tout. Croyez-moi, j'apprends par mes étudiants et mes chercheurs.
Mais je disais, le premier... Mais ça, c'est trop comme modestie, professeur. Non, c'est la vérité. Quand même, votre invention a bouleversé un petit peu le monde de la technologie. L'Europe, mais finalement, quand je leur disais, à Lausanne, ma mère, une dame comme madame en face, elle me disait, qu'est-ce qu'ils font vos parents? J'ai dit, mes parents savent ni lire ni écrire. Et pourtant, ils ont fait un grand inventeur. Une grande fierté de nos parents qui savent ni lire ni écrire. Moi, je disais, je vais très loin. Si on garde nos parents, certains de vos collègues... Alors voilà, regardez. Vous pouvez nous parler de ça? Voilà, j'arrive à ça. Si on garde l'ADN de nos parents, on fait attention à nos parents, on réussit. La vallée solaire, quand j'ai fait mes expériences chez les nomades algériens, que je remercie beaucoup, je les embrasse. Ils m'ont invité chez eux et finalement, ils m'ont dit la première des choses, on veut un ventilateur pour nos enfants. On veut un petit frigo. Et c'est là, la vallée solaire, elle est née ici. Elle est née en Algérie et puis elle sera fabriquée en Allemagne. Elle est commercialisée en ce moment. Maintenant, sur commande. Maintenant, il y a des Émiratis, il y a certains laboratoires pour la recherche et finalement la défense. Tout le monde s'intéresse à cette vallée solaire. La vallée solaire, quand les Allemands sont venus en Algérie, ils ont trouvé que voilà, on n'a pas un brevet européen. Et croyez-moi, c'est une communication. Moi, non, l'Algérie, elle est riche du soleil, de l'énergie, mais finalement, on est pauvre de l'économie. Alors, avant de développer donc ce point-là, je voudrais revenir à vous, Madame Proderi. Alors vous, par contre, durant toute votre carrière, vous avez aussi milité pour véhiculer et transmettre cette belle image de l'Algérie à l'étranger, notamment à travers tous les événements que vous organisez, que ce soit ici ou ailleurs. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu de votre association, de vos objectifs et quelles sont donc les actions que vous faites sur terrain pour réaliser tout cela. Ben, écoutez, il y a beaucoup à dire, mais bon, on va aller à l'essentiel. Ça fait déjà 25 ans que je suis en France. Et je suis toujours dans le mouvement associatif, comme j'étais autrefois aussi en Algérie. Donc, quand je suis arrivée en 1993, c'était un peu la décennie noire. Il fallait quand même aider. J'ai de la chance d'avoir été immigrée à Clermont-Ferrand, qui est le siège de Pharmaciens sans frontières. Donc j'ai été tout simplement les voir. J'ai créé une association qui s'appelait la Baraka humanitaire. J'ai envoyé 13 conteneurs humanitaires de médicaments, du tulle gras pour les enfants brûlés, 1001 fauteuils roulants. Ensuite, l'Algérie allait mieux, donc c'était pas la peine de se retrouver dans une position de mendicité. Hein, nous, on est fiers. Ensuite, j'ai créé, je peux pas rester comme ça, donc j'ai créé le festival Rose des Sables autour des cultures touareg. Pourquoi? Parce que bon, l'Algérie devait se réconcilier avec elle-même déjà. Et on a pensé, avec mon fils qui était à l'époque, maintenant il est au Luxembourg, il est financier, mais il était musicien aussi entre autres, et compositeur, donc il s'intéressait à la musique touareg. Et on a fait 3 festivals internationaux autour des cultures touareg. Donc la première année en 2004, les gens ne sortaient pas. Je suis venue, donc j'ai fait... C'était quand même grandiose ce que vous avez fait, parce que c'était quand même grandiose ce que vous avez fait, parce que c'était une reconstitution carrément du paysage touareg. On a aimé ça, donc quand on aime ce qu'on fait, on a un bon résultat. Donc, si vous voulez, un festival, pourquoi les festivals? Un festival, c'est une plateforme de communication, c'est un laboratoire en fait, où vous faites remonter les jeunes talents. Où vous voyez des gens, voilà, c'est tous les gens qui viennent, qui ont quelque chose à montrer sur le plan culturel. Et c'est pas, moi ces festivals-là, je les aime parce que c'est pas 3 petits tours et puis s'en vont, il n'y a pas de pérennité. Oui. Alors on va revenir dans un petit moment au festival. Mais Madame Auer, alors pour votre part, vous êtes une parfaite quand même illustration de ce trait d'union entre l'Autriche et l'Algérie. Donc c'est un binôme quand même qui est assez réussi parce que vous avez fait beaucoup d'événements aussi pour rapprocher les deux pays, pour rapprocher les deux peuples. Alors est-ce que vous pourriez nous parler de toutes les actions que vous faites sur terrain pour arriver à concrétiser cette mission? Oui. Moi, je commence déjà à parler de l'association qui a été créée en 1963. Cette association, elle fait un peu partie de... donc c'est déjà au lendemain de l'indépendance de l'Algérie. Cette association, elle fait partie un peu de notre histoire algérienne.
Les fondateurs de l'association, c'est les porteurs de ce qu'on appelait les porteurs de valises. Ils ont aidé les combattants algériens. Ils ont ceux qui ramassent de l'argent pour aider les combattants, pour acheter les armes et tout. Les fondateurs, c'est aussi qui sont devenus aussi des ministres de l'Intérieur comme Blecha, comme ministre des Affaires étrangères comme Lerndt dans le gouvernement autrichien. Cette association, elle fait un peu partie de l'histoire algérienne et ils ont réuni des légionnaires qui sont arrivés presque à 4000 légionnaires qui ont aidé. Ça, c'est le côté historique de l'association. Moi, voilà, l'association, on a fait... Alors, juste pour rester sur le côté historique, voilà. Les membres de vos associations ont édité des livres? Oui, on a M. Fritz qui est là, qui est un historien, un écrivain, un historien, qui a écrit, voilà, sur Si Mustafa, c'est un Allemand, mais c'est aussi, il a fait partie de ces légionnaires ils ont participé à la guerre de libération, voilà. Et le deuxième livre, c'est deux membres de l'association. Solidarité en action. Solidarité en action. Un soutien européen à la résistance algérienne, 1954-1963. Voilà. Ça a commencé déjà en 1956. Ils étaient, voilà, ils ont. Ok. Et ensuite, votre question, c'était? Je parlais donc des différentes éditions. Donc on a dit que, voilà. que les membres d'associations ont édité ce genre de livres. Ces livres. Et bon, les activités... Et puis un troisième, excusez-moi, avant de passer. D'accord. C'est aussi... Il parle toujours des légionnaires européens qui ont participé dans la guerre de libération. D'accord. Les activités que nous, dans l'association, moi je suis dans l'association depuis 2008, et, bon, qui existe depuis 1963, et on a fait plein de... dans tous les domaines, le domaine culturel, économique, et voilà, moi je m'occupe plus du domaine économique. Bon, le culturel, on a fait... Bon, on avait ramené Bahija Rahal, pour juste dire Bahija Rahal. On a fait deux podiums de discussion pour l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. On avait ramené Ali Haroun, monsieur Ali Haroun. Il y avait une journaliste de l'Ouatan. Ali Haroun, c'est pour expliquer la période juste après l'indépendance jusqu'à l'arrêt des élections. Bon, on connaît la suite, c'est juste pour expliquer aux Européens ou aux Autrichiens le pourquoi de la chose. Voilà. Et la journaliste de l'Ouatan, c'est une femme que j'avais choisie pour qu'elle parle de l'État, enfin comment le vécu de femmes algériennes pendant la décennie noire. Et on avait aussi fait un deuxième podium de discussion avec les entreprises autrichiennes qui travaillent en Algérie pour expliquer, c'est-à-dire leur vécu et comment ils vivent, c'est-à-dire en Algérie et quelles sont les facilités qu'ils ont été à leur disposition. Voilà. Alors, l'association d'amitié austro-algérienne aussi a contribué à renforcer cette amitié entre les deux peuples, donc entre l'Autriche et l'Algérie. Donc, c'est une amitié qui s'est forgée dans la solidarité des Autrichiens, donc notamment avec l'indépendance de l'Algérie. Notre collègue Yazid Ait Mahiddine s'est déplacé justement et a interviewé les membres de cette association pour nous. Je vous propose donc de découvrir ces interviews. On se retrouve juste après. Lui, c'est M. Moser, président de l'association d'amitié austro-algérienne, une association fondée en 1963 pour accompagner le développement de la jeune République algérienne. L'association avait pour but d'aider la démocratisation naissante de la société dans toute sa dimension. Reimer Holzinger était président de l'association depuis 35 ans. Moi, je prends le relais. Nos activités se traduisent à travers les échanges culturels, les séjours avec les universités. Côté algérien, ces jeunes installés dans le pays de Mozart plaident pour une meilleure coopération culturelle.
on a fêté le 50e anniversaire de l'association. On a fait vraiment, c'était aussi grandiose à la mairie de Vienne. C'était une belle salle, belle bâtisse ici à Vienne. On avait invité monsieur Ali Haroun. Il y avait aussi une journaliste de l'Ouatan. Comme on a aussi fêté le 50e anniversaire de notre association, il y avait Kamel Daoud, on avait invité Kamel Daoud, bien sûr aussi il y avait les 2 ambassadeurs algériens. Il y avait aussi des conférenciers, on avait aussi ramené quelques entreprises autrichiennes qui travaillaient en Algérie. Ils étaient 5 ou 6, ils ont fait aussi des conférences, ils ont expliqué comment ils travaillent en Algérie, quels sont les moyens qu'ils leur ont offert aussi, les facilitations en Algérie. On a organisé premièrement une présentation livre pour leur livre qui était une question, je pense, c'est Solidarité en action, et aussi des autres livres aussi. Et toujours dans le même vergure, M. Kela et M. Ben Amara, ils étaient invités à l'université du Sétif en collaboration avec la mairie de Sétif pour présenter et pour participer à un colloque sur la guerre de l'indépendance et bien sûr sur la mémoire de l'Algérie. Promouvoir l'enseignement de la langue allemande, un atout majeur pour une meilleure compréhension des 2 peuples. Die Reichen von Kontakten, von Universitätswochen mit deutschen Instituten in Algerien. Nos activités concernent la coopération dans le domaine de l'enseignement de la langue allemande, ainsi que l'échange dans le domaine musical, et ce, afin de faire connaître la musique algérienne en Autriche et vice-versa. L'échange concerne les étudiants algériens germanophones qui viennent par le biais de l'ambassade pour une formation linguistique et de perfectionnement. Mois de avril 2015, on a organisé aussi une semaine d'Autriche à l'université Belgaïd à Oran. On a organisé ça toute une semaine, on a pris des conférenciers et des professeurs d'allemand ici des universités de Innsbruck, de Vienne, de Graz, et on est resté toute une semaine à l'université, on a fait des ateliers pour les étudiants. On a même organisé pour un peu diversifier la semaine, même un jour de culinaire. On a préparé dans l'université quelques spécialités autrichiennes à l'université. C'est pour le Voilà, juste, je vais ajouter un point sur ce que ma collègue Azza est en train d'expliquer. Dans le cadre aussi d'échanges culturels et de la langue allemande aussi, nous avons organisé des séjours linguistiques pour les étudiants des facultés de la langue allemande en Algérie, y compris Alger, Oran et Sidi Bel Abbas. Ils viennent ici, on les ramène ici à Vienne et après on les prend en charge pour une durée bien sûr déterminée d'1 mois maximum et on offre un cours intensif dans les universités autrichiennes pour pratiquer et pour s'améliorer en termes de langue allemande. C'était donc un reportage signé Yazid Ait Mahiddine. Je rappelle que c'était un reportage qui a été réalisé en novembre 2015, soit presque 3 ans. Et alors, 3 ans plus tard, donc, il y a eu beaucoup d'autres événements, beaucoup d'autres actions, beaucoup d'autres activités, notamment l'enseignement de la langue allemande. Alors, pouvez-vous nous parler de ces actions au profit des jeunes Algériens? Oui. Chaque année, on ramène minimum 6 étudiants de différentes régions, plus l'Ouest, parce qu'il y a les universités de Sidi Bel Abbas et Oran. Ils sont choisis sur quels critères, les étudiants? Ils sont choisis par les professeurs de l'université. Nous, on propose un séjour de 1 mois. Ils viennent, on leur fait un cours intensif d'1 mois pour améliorer leur allemand. C'est ce que Riyad Moudjouban, ce qu'il a expliqué maintenant. Et à la fin du séjour, ils nous présentent, enfin, ils font comme une fin d'étude, une présentation.
fin d'études ce qu'ils ont appris pendant. Et maintenant, je voudrais parler un peu des projets. Alors, avant de parler des projets, je vous donnerai la parole juste dans un petit moment. Alors, docteur Aben, vous avez beaucoup accompagné les universités, vous avez accompagné les associations, les étudiants, notamment dans la sensibilisation à l'énergie, dans l'importance de passer aux énergies renouvelables. Parlez-nous un petit peu de votre rôle de sensibilisateur, de votre rôle d'acteur dans la sensibilisation au passage, donc en fait, compte à l'utilisation des énergies renouvelables. On a fait, merci beaucoup pour la question. Donc l'Algérie, je disais, finalement, on a une grande richesse d'énergie, mais maintenant, je suis en train de faire les grandes conférences sur l'économie d'énergie durable. Donc finalement, si on ne fait pas de l'économie, donc on gaspille énormément. L'éclairage, que je parle de l'éclairage, surtout maintenant, l'or blanc. L'eau, c'est l'or. L'or bleu qu'on appelle en Suisse. Et finalement, il faut absolument qu'on fasse aussi l'économie de l'eau. La richesse, quand je vois certaines conduites qui sont défectueuses, il faut les réparer tout de suite. Et puis finalement, maintenant, on a des compteurs intelligents. Le gaspilleur d'énergie qu'on gaspille énormément, surtout en été, et finalement la production, je suis malade quand je vois au mois de mai, normalement mois de mai, juin, juillet, août, on ne doit plus exploiter le gaz pour chauffer de l'eau. Les capteurs thermiques. Donc les pays européens, ils sont en crise actuellement. Je souhaiterais, Inch'Allah, comme on dit, que le baril arrive à $100. Alors, justement... Attends, je termine. Pourquoi? Une fois que le baril arrive à $100, les gens pensent à l'économie. Tant que le baril est moins cher, les gens gaspillent, même en Europe. Alors justement, votre rôle de sensibilisateur, notamment au profit des... je dirais pas au profit, mais notamment avec les étudiants, dans tout ce qui concerne l'encadrement, les thèses, les doctorats, l'orientation, en fait, compte vers cette économie d'énergie et vers la sensibilisation du passage à l'utilisation des énergies renouvelables. Demain, j'ai une grande conférence à Schleff. Il y a des étudiants de Constantine qui sont là, de certaines universités qui sont présents, mais finalement sensibiliser les gens sur l'économie d'énergie. Les capteurs thermiques. On doit installer des capteurs thermiques pour le chauffage de l'eau. J'ai pas besoin. Moi, j'ai pas de gaz chez moi. Mais finalement, on doit sensibiliser sur les déchets. Actuellement, on a des chercheurs brillants. Je disais, on n'a pas de complexe. Le ministère de l'Enseignement supérieur, il fait énormément d'efforts, je félicite ce ministère, comme le ministère de formation professionnelle d'ailleurs. Donc, tous les ministères sont... Mais nos jeunes actuellement, ils sont à l'écoute. Donc, dans toute l'Algérie. Maintenant, l'espace vert, l'agriculture, le pétrole vert de demain, c'est l'agriculture algérienne. Maintenant, on a la géothermie. Ce que je vais parler demain, sur la géothermie, on a la géothermie, il faut qu'on exploite à Guelma, à Stef. Donc, finalement, il faut l'essayer. On a de l'énergie. L'Algérie, elle est très très riche. On a une grande richesse de nos jeunes Algériens, qui sont brillants. Je disais qu'ils sont brillants. Maintenant, on est en train de les sensibiliser, nos chercheurs, dans les thèses. Actuellement, je travaille sur l'indicateur de l'environnement sur l'abeille, de surveiller les abeilles dans toutes les régions de l'Algérie. Maintenant, deuxième projet, c'est les plantes médicinales. Dans toutes les régions de l'Est-l'Ouest. Pourquoi? Pour publier dans des grandes revues la production scientifique. C'est quoi? Grâce à la production scientifique, on va valoriser nos universités. Maintenant, les publications scientifiques, quand on a un travail inédit, et les résultats inédits, ça passe comme la lettre à la poste. Mes étudiants, j'ai 13 actuellement. 13 Algériens ici que vous encadrez? Non, j'en ai plusieurs. 13 Algériens. En Algérie. 8 Algériens et 5 Européens qui sont déjà des profs des universités. Et maintenant, j'ai des doctorants dans toutes les universités avec la co-direction, mais finalement, les sujets de recherche, l'économie durable. Maintenant, je travaille sur, je vous donne ce projet-là qui me tient à cœur, sur l'emballage. On a 38 variétés de dates quand je suis parti à RDA. Mais l'emballage, mais il faut absolument l'étude à l'emballage durable. Les dates, ils se périment tout de suite. Il faut la protection de ces dates-là. Donc finalement, je suis en train de travailler. C'est un sujet de thèse, madame. Donc finalement, j'ai proposé à nos étudiants l'emballage. Pourquoi?
les dates durables, quand les dates au mois de janvier, au février, donc la récolte, et finalement au mois de juin, août, il faut qu'elles soient fraîches. On va les protéger comme les pralines belges. Et puis l'économie, et grâce à la création de l'emploi, on travaille sur la création de l'emploi. Parce que maintenant, les économistes travaillent avec les scientifiques. Le scientifique, il a l'œil dans la production parce qu'autrefois, un ingénieur en gestion, ils connaissent rien sur la production, c'est-à-dire de la physique, sur les énergies, sur les capteurs thermiques. Maintenant, et vice-versa, les ingénieurs qui travaillent sur les capteurs thermiques, on doit le former sur la gestion. Et c'est là on forme un chercheur durable, un chercheur complet. Maintenant, tous les chercheurs, c'est-à-dire, on était pauvres dans l'économie, dans la gestion. Maintenant, c'est vice-versa, ce qui se passe en Europe. D'accord. Alors, mesdames, pour votre part, alors, vous avez toujours contribué à la promotion de la culture et de l'art algérien. Donc, notamment, véhiculer l'image, la belle image culturelle de l'Algérie, la diversité culturelle de l'Algérie à l'étranger. Alors, comment se traduit cette importance pour la culture algérienne à travers vos activités? Madame Frodeli? Déjà, il faut se considérer comme un ambassadeur de l'Algérie, même si on n'est pas sorti du ministère des Affaires étrangères, parce que chaque Algérien est l'ambassadeur de son pays, normalement. Il faut penser à donner l'exemple à nos enfants, moi, mes petits-enfants déjà aussi. Après les festivals donc, autour des cultures touareg, je me suis dit comment justement participer directement, pas ramener des gens parce qu'on n'avait plus de... les mairies ne vous subventionnent pas, donc il faudrait faire nos activités ici. On a lancé 3 rencontres internationales, les rencontres au désert, une à Sétif, une à Alger, et dernièrement en 2017, c'est les rencontres architecture au désert. On a lancé les classes d'eau, donc en direction des collégiens, et des classes d'initiation à l'architecture en direction des lycéens. J'ai déjà 10 lauréats qui vont venir visiter l'Auvergne. Les classes d'eau en direction des collégiens, c'est-à-dire par exemple la gare d'Aillard leur a appris quelles sont les ressources en eau de leur ville. Ce n'est pas les mêmes que Sétif ou Alger. Ils ont quelque chose d'extraordinaire qui est le partage traditionnel de l'eau. Donc il y avait beaucoup de choses à faire et à dire. On est resté sur 8 jours avec 200 enfants. 200 collégiens. Donc il faut venir de là-bas pour l'organiser ici. Et là, tout de suite, l'association Algéria comme Event, on vient ici, mais on nous dit « Ah non, il faut faire aussi ici ». Donc on a lancé les salons du livre, les salons du livre Algéro-Vernia, ça s'appelle l'Algéro-Vernia. On a lancé un l'année dernière et celui qui va être donc du 4 et 5 mai 2018, c'est le 2e salon. Au premier salon, par un symbole pour amener quelqu'un, une figure algérienne emblématique, on a eu comme invité le docteur Ahmed Jebbar, qui est quand même à l'université de Grenoble. Et alors, qui était on a juste une image là qui est en train de passer, vous pourriez peut-être la commenter. Donc voilà, le salon du livre, donc l'image, comme vous voyez, j'ai fait travailler, c'est 100% bledi, l'image de l'affiche. C'est un ancien étudiant de l'école des Beaux-Arts d'Alger qui est maintenant professeur, qui est peintre plasticien. Il s'appelle Gemroud, je pense qu'il a signé sur la droite en bas. Donc vous voyez plus bas, elle n'est pas entière l'affiche. Parce qu'en bas vous avez 2 lauréats. Les voilà, un qui tient un livre avec le drapeau algérien et un qui tient un livre avec le drapeau français. Et là, on le fait dans une chapelle qui est emblématique, c'est la chapelle des Cordeliers, avec des grands vitraux très belles. Vraiment, je ne voulais pas faire un salon du livre algérien dans n'importe quel endroit. J'aurais pu le faire aussi sur du sable, comme c'est pas mal aussi, sur les 200 tonnes de sable, comme on a fait les festivals. Mais là, je me suis dit quand même, c'est l'image aussi, comme vous dites. Donc, cette chapelle, elle date de 1274. Et puis, elle n'est pas donnée à n'importe qui. Mais le président du conseil départemental et tout, ils disent que notre association, elle est un peu la représentation, la référence algérienne. Parce qu'on a fait des choses dignes, quitte à en mettre de notre poche. Parce qu'on s'est retrouvé à s'endetter pour pouvoir faire face.
Enfin, personnellement, je l'ai fait. Je vais à la banque carrément, je prends un crédit. Parce que même quand j'ai emmené 10 personnes à Gardaïa, de Clermont-Ferrand, j'ai invité. C'est des médecins, des architectes, il fallait leur payer les billets d'avion. Il y en a qui l'ont fait eux-mêmes. Après les visas, le consul nous a fait gracieusement, ça je le remercie, consul de Saint-Étienne, les visas pour les invités. Et après, bon voilà, on fait des petits montages, mais dès le départ, on ne se demande pas combien ça coûte. On se demande ce que ça va faire. Ah, c'est un dévouement, en fait, c'est un dévouement total, un dévouement complet. L'impact que ça va donner pour votre mission. Aux Algériens et aux Clermontois. Voilà. Alors, justement, dans le cadre de la promotion de la culture, plus de 100 adhésions, droits d'auteur et droits voisins inclus, ont été enregistrés suite à l'événement organisé début du mois d'avril dernier. C'était donc, ça s'est passé à Paris et Afaf Belhouchet nous a fait ce reportage. Je vous propose de le découvrir. On se retrouve juste après. C'est une opération inédite qu'a lancée l'Office national des droits d'auteur et droits voisins dans la capitale française, qui abrite un panel aussi large que riche des créateurs algériens ou d'origine algérienne. En effet, l'ONDA leur tend les bras pour les accueillir au sein de la communauté nationale des créateurs, en mettant à leur disposition un bureau d'inscription pendant une semaine au siège du Centre culturel algérien à Paris, inauguré ce matin en présence de l'ambassadeur d'Algérie en France et du directeur du Centre culturel algérien. Et vous savez que nous répartissons les droits sur les exploitations d'œuvres, notamment quand il s'agit des opérateurs de téléphonie, de festivals, de radiodiffusion. Et donc, je suis ici pour demander à cette communauté qui n'a pas encore rejoint l'ONDA de venir adhérer, déclarer leurs œuvres pour qu'ils puissent être rémunérés sur ces œuvres. Au-delà des garanties financières de leurs droits, l'ONDA entend les associer au projet des créations à l'échelle nationale que le statut de cette entreprise permet d'assurer. On monte un auteur triste. Je viens tendre la main à ces artistes algériens qui sont en France pour leur dire que dès lors que vous adhérez à l'ONDA, vous pouvez postuler à une aide, vous pouvez bénéficier d'une aide à la diffusion, une aide à l'écriture, une aide à la création. En plus, il ne faut pas perdre de vue que ces créateurs restent algériens et qui font partie d'une entité qui s'appelle l'Algérie, et donc il faut qu'il y ait cette fusion, qu'ils rejoignent cette entité algérienne de par leur création. Convaincre des biens fondés d'une adhésion à l'ONDA, mais au-delà, exprimer une reconnaissance au génie de nos créateurs outre-mer en identifiant leurs œuvres afin de les classer dans un répertoire numérique national de l'œuvre algérienne au-delà de nos frontières. C'est le message qu'a livré le directeur général de l'ONDA aux artistes invités par l'ambassadeur Abdelkader Mezdoua dans une rencontre qui a sonné le lancement de cette opération inédite. J'y crois parce que c'est la première fois que j'ai des contacts aussi soutenus, aussi solides avec un organisme de droit de l'homme. Le premier directeur de l'ONDA que je connais, c'est M. Boucher, je te dis. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Je pense que le discours, les explications données par M. Benchir semblent frapper du sceau du réalisme. Les discours que j'ai entendus ce soir, bien qu'ils soient institutionnels et que l'artiste a toujours une méfiance vis-à-vis de tout ce qui est formaté, eh bien aujourd'hui, il y avait un air de sincérité. Moi personnellement, je trouve que c'est une excellente initiative et je crois qu'il était temps de penser à organiser un tel événement. Je vois que le DG de l'ONDA s'est déplacé pour parler de ces droits de l'artiste. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, quand il y a de bonnes choses de fait, on applaudit. C'est vrai que c'est bien de le faire. Et pour toucher un plus large panel possible de créateurs, une rencontre juridique s'est tenue cet après-midi au Cabaret Sauvage, l'une des plus emblématiques salles de spectacle offertes bénévolement pour accueillir ce débat, qui sera suivi d'un concert de musique de plusieurs groupes algériens en l'honneur de l'artiste algérien. Voilà, c'était donc un reportage signé Afaf Belhouchet. Nous allons bien évidemment revenir sur cet événement dans nos prochains numéros de Diasporama, et ça sera en compagnie donc du directeur général de l'ONDA, Monsieur Sami Benchir. Mais entre-temps, donc on va revenir à notre sujet. Alors, docteur Abben, on a beaucoup parlé du Sud, n'est-ce pas, Madame Froderi, donc vous êtes très passionné donc par le Sud. Alors le Sud, il faut le dire quand même, c'est un gisement intarissable d'énergie. Donc c'est vraiment le gisement, c'est vraiment le terrain idéal pour réaliser votre rêve, réaliser votre projet. Tous nos chercheurs qui sont en Europe, ils sont en Suisse, ils sont ailleurs, ils sont passionnés par
notre désert. Et maintenant, je viens de créer l'Institut euro-méditerranéen de l'environnement et des énergies renouvelables national à Chlef, et puis une antenne à Bel Abbès, à l'université, et puis le sud, c'est Aloued. Donc, je vais parler avec nos chercheurs, et puis on va essayer de faire aussi un centre dans le centre en Algérie. Vous travaillez, je vous félicite ce que vous faites pour l'Algérie. Ça me touche, franchement. Mais je vous remercie beaucoup ce que vous faites. Nous, on fait l'Institut euro-méditerranéen, c'est la communication, le développement, c'est-à-dire l'accompagnement de nos chercheurs. Qui dit chercheur dit l'économie durable. Notre pays actuellement, c'est-à-dire le gaspillage, on n'aime pas. Un chercheur, on n'aime pas le gaspillage. Les Européens sont en lutte contre le gaspillage. L'eau, surtout en Suisse. Nous, on doit donner cette communication durable à nos étudiants. Donc nous, en Algérie, on doit penser à ça, c'est-à-dire au développement durable. Je suis en train de sensibiliser tous les chercheurs à Gherdaya. Demain, mardi, donc je suis le 11, je suis à Aloued. C'est pour sensibiliser nos chercheurs, pour leur dire actuellement, on a une grande richesse. Mais seulement, l'Algérie, croyez-moi, c'est l'avenir. Tous les Européens, ils jettent un projecteur sur l'Algérie. Mais l'Algérie de demain, croyez-moi que je suis fier de nos chercheurs, de nos universités. Parce que c'est la vérité ce que je dis. En Suisse, on a des médecins algériens, des amis. Au Canada, des médecins algériens, des chercheurs, des économistes partout. Mais je leur demande, certaines qui font ce qu'on est en train de faire. Moi, je ne suis pas obligé, mais c'est l'amour du pays. Les martyrs, on ne les oublie pas. Il ne faut jamais oublier les martyrs en Algérie. C'est grâce aux martyrs qu'on a... Ces étudiants, on doit les enseigner comme les autres pays. Ils sont en train d'enseigner les guerres, comment ils ont gagné les guerres. Nous aussi, on doit sensibiliser que ce pays n'est pas... La liberté n'est pas venue comme ça. On a payé. Et le paiement, c'est lourd, mais seulement nos chercheurs, il faut qu'ils soient sensibles à ce pays-là, et c'est le développement durable. Le désert, actuellement, tous nos chercheurs, ils sont sensibles. C'est pourquoi j'ai parlé 38 dates, variété des dates. Et les dates sont gaspillées comme ça. Et les producteurs, je leur disais, vous avez 85%, 95% de pertes. Je leur fais les calculs. Ils gagnent, mais je dis, si vous faites investir dans les laboratoires, donnez l'argent aux laboratoires. Moi, je cherche l'argent dans le laboratoire. Un vrai chercheur, il doit chercher l'argent chez les, comment dirais-je, les entreprises. Mais des entreprises, ils sont là pour financer la recherche. On ne compte pas que sur le ministère. La production scientifique, les publications scientifiques. Nous sommes jugés sur la production scientifique et puis de remplir les caisses du laboratoire. Comment on peut remplir les caisses du laboratoire? Par la communication durable, par la communication pour la vente. La valise solaire. Alors, si les Allemands sont venus chercher la valise solaire, parce que c'est le brevet européen, parce que c'est des sérieux. Alors justement, pour revenir à la valise solaire, donc elle a été commercialisée, comme vous l'avez dit en début d'émission, sur commande. Comment s'est fait justement ce passage à la commercialisation? Maintenant, M. aime les Allemands, donc à Lucas Null, c'est à Cologne. Donc finalement, j'ai invité les gens de Canal Algérie, vous êtes invités déjà pour visiter cette usine. Donc finalement, les gens, ils sont reconnaissants, les Allemands. Moi je disais, surtout les pays nordiques, ils sont très très reconnaissants pour la recherche. Et justement, le processus de commercialisation, lui, comment il s'est fait? La commercialisation, c'est-à-dire se commande, finalement, il y a les chercheurs, les laboratoires, les laboratoires européens. Maintenant, comment dirais-je, l'énergie, il devient très 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 cher. Maintenant, la valise solaire, c'est-à-dire une source d'énergie mobile qu'on peut éclairer. On peut éclairer, c'est-à-dire la sécurité des enfants, les passages, les caméras.
On peut surveiller nos écoles, nos crèches par la valise solaire. S'il y a une coupure de courant, il n'y a pas de coupure de courant de la valise solaire. Donc, nos frontières, les passages à niveau, par exemple, les clignotants, les feux rouges. La valise solaire, elle est variable, l'application. Et celle-là, c'est... multifonctionnelle, en fait. Multifonctionnelle. Alors là, donc, on a parlé un petit peu de ce transfert d'expertise, de ce transfert de connaissances, mais aussi, il y a cette, encore une fois, la promotion de l'image, encore une fois, ce trait d'union entre les deux rives. Donc, il y a quelques mois, il y a la ligne aérienne directe qui a été ouverte entre l'Autriche et l'Algérie. Pardon? C'est la 4e année. Déjà, il y a la 4e année, oui, quand même, hein, 4 ans déjà. Oui, il y a 4 ans. 4 ans déjà, et moi qui pensais que c'était quelques mois, ça passe vite quand même. Ça passe vite. Donc déjà 4 ans, alors durant ces 4 ans, donc, cette ligne a, j'imagine, beaucoup facilité le transit, beaucoup facilité le transport, et donc le déplacement, les déplacements donc, des deux rives. Alors, justement, cette ligne aérienne qui a été ouverte entre les deux rives, quels a été un petit peu ses avantages, particulièrement dans la promotion du tourisme en Algérie? Bon, je commence peut-être le tourisme en Algérie, il n'y a pas beaucoup d'Autrichiens qui viennent en Algérie, oui, parce qu'il y a toujours l'image de l'Algérie, c'est-à-dire qui est un peu, c'est-à-dire en Autriche, on en garde toujours l'image de la décennie noire, mais... Que vous êtes justement, à travers vos actions, en train d'effacer. Oui, nous on a organisé, l'association, on a aussi organisé aussi des voyages de Vienne vers le sud, c'est plus Riyad Imoudjoubel qui s'en occupe, et il y a beaucoup d'Autrichiens, mais c'est plus sur le côté économique que beaucoup d'entreprises autrichiennes qui viennent en Algérie, qui travaillent depuis des années, c'est-à-dire qui existent. Mais c'est plus aussi les Algériens qui découvrent aussi Vienne. Nous, les Algériens, c'est-à-dire Vienne, on connaît l'Autriche par Sissi l'impératrice. Voilà. En fait, il y a deux critères. Il y a la valse et Sissi l'impératrice. Sissi l'impératrice, c'est vraiment, le film. C'est vraiment l'image de Vienne, effectivement. Mais il y a beaucoup d'Algériens qui viennent découvrir Vienne, qui est un musée à ciel ouvert. Voilà. Et ça aussi, ça a aidé aussi les Algériens de partir ailleurs que les autres pays européens bien définis, là où on part Paris, voilà. Voilà, d'autant plus que c'est une ville qui n'est pas très commune pour les Algériens. Pour les Algériens. Voilà. Alors, dans notre émission, nous avons une rubrique donc c'est Diaspocher, c'est un peu une rubrique qui représente ou qui fait revivre un petit peu une certaine séquence de vie des Algériens à l'étranger. Et du moment que nous sommes en train de parler de cette ouverture de ligne, alors je vous propose donc de partager avec vous, de revenir un petit peu à ce moment d'ouverture de la ligne et des images donc du vol inaugural algérien. Donc ça s'est fait le 2 avril 2014. C'était d'ailleurs Yazid Ait Mahidine qui s'est déplacé donc à bord de ce vol. Et je vous propose donc de revivre un petit peu ces moments de l'inauguration et on se retrouve juste après à travers cette rubrique Diaspocher. Mais par contre, c'est le Maui. C'est pour que les fleurs. À moins qu'elle soit partie avec son excellence. C'est pour la maman. Ma mère et ma soeur. D'Alger. Oui.
Sur quel vol? Sur le vol inaugural Alger-Vienne. Vienne-Alger. Depuis quand il n'y a plus ce genre de vol? Depuis 1980. Il y était 3, je crois. Enfin, les années 80, il y avait un vol à la direct qui faisait Alger-Vienne-Berlin. Alors, quels sont tes mots? Je suis contente, de joie, très contente, parce que maman elle pourra venir souvent, mes soeurs aussi. Absolument. C'est pour bientôt l'Algérie, alors d'ici, bien Alger? Oui, prendre les vacances de Pâques. Dans une semaine. Faire un petit saut comme ça, le week-end. Ah, c'est clair. Avec le tarif du billet, vous vous rendez compte, ça nous permettra peut-être d'y aller même une fois par tous les 2 mois. Mais je ne sais pas s'ils vont garder le tarif. 200 €. Voilà, alors Madame Hauer, vous nous disiez, ce sont des moments très forts, C'était vraiment des moments très forts en émotion. Et c'est nous, l'association, qui avait organisé aussi l'accueil des premiers passagers à Vienne. Et vraiment, c'était... Alors, pendant que les images passaient, vous me parliez d'une petite angoisse positive. Vous direz que vous aviez vécu ce moment-là? Oui, pour moi, j'étais sur le tarmac quand l'avion d'Air Algérie a atterri. C'est vraiment une émotion, c'est monté. Et en plus, moi, ça fait 25 ans que je suis en Autriche. On a galéré pour venir l'escale qu'on faisait, tous les capitales européennes. Pour moi, personnellement, c'était quelque chose de très, très émotionnel. Voir Air Algérie, l'avion d'Air Algérie sur le tarmac à l'aéroport de Voie. C'était, voilà, 25 ans plus tard, peut-être 23 ans, 22 ans plus tard. Voilà, ça, c'était vraiment très, très, très émouvant pour nous. Et là, vraiment, et en plus, même les prix, Air Algérie, je trouve que le billet, il est vraiment abordable. Vraiment abordable, et je viens chaque mois, chaque 2 mois. La preuve, vous êtes là aujourd'hui. Voilà, la preuve, je suis là. Alors, Madame Prodali, nous, vous, en France, vous n'avez pas ce problème d'escale. Quand même, à Clermont-Ferrand, mais sinon, il faut aller à Lyon. Quand même. Il faut aller à Lyon, mais bon. J'ai envie de dire quand même, les vols, c'est pas toujours un souci pour le transport aérien. Alors, à travers votre association, des projets? Alors, oui, je pense que déjà, je vais rebondir un petit peu sur monsieur quand il parlait d'or blanc et tout ça. Il faut parler de l'or gris. C'est des gens qui donnent des idées. C'est ça le développement durable, comme vous dites. À Gardaïa, voilà, vous avez l'exemple. Comme pour le Sud, ça réconcilie les gens. Gardaïa, c'est vraiment l'exemple de développement durable. Déjà, le président d'association, monsieur Moussa Amara, que je salue au passage, qui est président de l'association qu'on a créée pour nous accueillir pour les rencontres à architecture au désert. Lui-même, il vient de faire une formation en efficacité énergétique. Alors que déjà, les constructions à Gardaïa, c'est ce qu'ils nous ont appris, parce que à Gardaïa, c'est une école d'architecture à ciel ouvert. Donc déjà, toutes les constructions, elles sont vraiment dans le style, je pense que développement durable des constructions, je suis vraiment pas du tout spécialiste, mais je pense qu'ils ont copié sur le fonctionnement de la construction traditionnelle de Gardaïa. Parce qu'en été, il fait frais. En plus, en hiver, il fait chaud dans les maisons de Gardaïa et à Bni Yezghen spécialement, et je les salue. Et donc, vous avez l'éclairage, pourtant, c'est des toutes petites fenêtres, c'est fait exprès pour pas que le soleil arrive. Il tourne avec le soleil, vous avez de la lumière toute la journée. Et puis là, actuellement, ils ont eu le premier prix sur la COP23 de Marrakech, le mois de décembre 2016, il n'y a pas longtemps, novembre 2016, ils ont eu le premier prix de la ville développement durable du monde. Donc voilà, on a tout, comme vous dites, on a vraiment tout en Algérie. Seulement, on a tous les puzzles, mais il faudrait vraiment... Vous avez visité Zelfana? Oui, mais moi je préfère franchement Beni Yezghen et Gardaïa que Zelfana. Voilà. Alors ça reste des préférences, ça, c'est une préférence, bien entendu. Mais bon, après ça, nous, dans notre association, à part le salon du livre, on ne va pas faire, comme je vous ai dit, 3 petits tours et puis s'en vont, un salon, etc. Là, on est en train de lancer la première librairie algérienne, associative, avec tous les titres
des auteurs algériens, qu'ils soient dans le monde ou en Algérie, de préférence. Bon, et on est en train de lancer la première bibliothèque numérique du livre algérien. Et on est en train de chercher, parce que bon, on a fait une convention avec, on est pour parler, pour faire une convention, et ils sont d'accord avec les Master 2 en métier du livre de Clermont-Ferrand. On a cette chance qu'il y a sur cursus chez nous, dans les Clermont-Ferrand, c'est une ville universitaire avant tout. Il y a toutes les universités, y compris des universités qui n'existent pas à Paris, comme l'École nationale des impôts, les CERDI, plein de choses. Donc on a fait une convention. Et j'ai de la chance que la dame qui donne des cours de master, elle est aussi algérienne. Donc, elle s'appelle Lamia Badra. Et donc, on va former, donc les stagiaires vont venir, vont chercher dans les archives, parce que les archives algériennes ont été ouvertes. Et bon, les gens d'ici, ils n'y vont pas tout le temps, toute l'année. Donc, nous, on va consulter les archives, consigner tous les écrits où il y a marqué Algérie, ou les gens qui ont écrit sur l'Algérie. Et on va faire cette bibliothèque numérique. Donc ça sera vraiment quelque chose pour... Parce que maintenant, si vous voulez, le savoir transcende l'espace, on est dans l'ère numérique. Et justement, nous allons revenir à ce trait d'union entre l'Autriche et l'Algérie, notamment cet élan de solidarité entre les deux pays, puisque l'Autriche a contribué à la promotion de la cause algérienne, de la révolution algérienne. Et nous avon quelques images que Yazid Ait Mahiddine a réalisées donc, à travers son documentaire qui a été donc, projeté en novembre dernier. Je vous propose de regarder ces images et on se retrouve juste après. Dites-nous, combien de légionnaires avez-vous rapatriés? Au total, le nombre s'élève à 3726 légionnaires, dont 2287 Allemands, où il y avait le drapeau algérien. Une colonisation qui était out of the time. Un Kolonialregime unterhalten haben. Le système colonial français représente le pays du mensonge. Mustafa Müller, qui lui, c'est-à-dire son combat ne s'arrête pas en 62, mais il va au-delà, c'est-à-dire il s'intègre même à l'algérianité ou à l'Algérie. À Tétouan, au Maroc, ils ont ouvert un réseau de rapatriement, en même temps pour les armes, pour transporter aussi les armes, et aider les légionnaires à les rapatrier dans leur pays. Ils étaient jeunes, utopistes et épris de justice et de liberté. Ils ont mis sur rail le mouvement de solidarité avec l'Algérie combattante. Leurs noms: Müller, Holzinger, Blecha, Kirchleger, Schatz, Peter Strasser. Et la liste est encore longue. Voilà, c'était donc un extrait du documentaire de Yazid Ait Mahiddine. C'était avec la voix donc, de Rachid El Hadi. Un petit coucou donc, pour lui au passage. Alors, nous restons dans cet élan de solidarité. Et puis la solidarité n'est pas seulement historique, mais elle est aussi culturelle. Elle est aussi sur le plan de recherche et de science. Alors, vous docteur Abben, pardon, alors, vous apportez de l'assistance et de l'aide aux étudiants algériens, mais aussi aux étudiants algériens établis à l'étranger. Alors, parlez-nous un petit peu de votre aide, de votre soutien à ces étudiants algériens qui sont à l'étranger. Les étudiants, ils ont beaucoup de problèmes, c'est-à-dire pour les inscriptions, surtout la recherche. Et finalement, beaucoup d'étudiants qui souhaiteraient aussi venir dans le pays. J'ai ramené un professeur, Bernard van der Kam, un grand chef de service à Saint-Luc. Il est venu faire des conférences. Bientôt, il va enseigner à Constantine. Bientôt, il va enseigner à, comment dirais-je, à Tlemcen. Tous nos chercheurs, tous nos médecins, les médecins européens, on essaie de leur ouvrir les portes pour leur deuxième jeunesse en Algérie. Croyez-moi, certains n'y croient pas. Bernard van der Kam est venu faire une grande conférence à Tlemcen, les gens n'y croyaient pas. J'ai ramené Wemberzi, professeur renommé mondialement, sur la physique nucléaire, conférence à Blida et conférence à Tlemcen. Ces gens-là, ils ne demandent rien. C'est comme les porteurs de valises belges.
Il y a aussi. Donc voilà, et des Français. Nous arrivons au terme de notre émission. Peut-être un dernier mot pour vous, Madame Auer. Peut-être vous voulez partager vos projets avec nous? Oui, bien sûr. Moi, je parle. Le projet le plus proche, on a organisé. Il y a un concert de musique de Jamel Laroussi. Ça va se faire le 27 avril à Vienne. Et il y a deux projets. Il y a un projet qu'on va faire en collaboration avec l'ambassade d'Algérie à Vienne, que je salue son Excellence l'ambassadrice Madame Fouzia Boumaïza. Elle nous aide beaucoup aussi, l'ambassadeur d'Algérie aussi, qui nous aide beaucoup financièrement. Chaque année, il nous donne de l'argent. Il y a un projet qu'on va faire, il y a un projet culturel qui va se faire au niveau d'une place à Vienne, la capitale autrichienne. On va faire il y a des stands de tout ce qui est l'artisanat, même le culinaire. Ça, on va le faire en collaboration avec l'ambassade d'Algérie. Il y a un autre projet qui me tient vraiment à cœur, et c'est un projet personnel. C'est un projet, il y a une institution autrichienne pour le développement qui, je voudrais bien elle vienne en Algérie. C'est un projet avec le ministère de la formation professionnelle pour la rénovation du vieux bâti. Ça, c'est un projet que je suis sur ce projet depuis quelques mois. Et il est très, très, très intéressant parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre du vieux bâti. Et ça, on a fait deux séminaires à Oran et on a visité des sites de rénovation. Et le projet, normalement, j'espère qu'il va se réaliser. On cherche juste le financement. Merci beaucoup. Madame Frodeli, un dernier mot pour vous? Oui, moi je suis présidente d'association, je vais militer pour le mouvement associatif. Voilà, nous on aimerait quand même avoir des associations en vis-à-vis en Algérie avec qui travailler. On préfère parce que ça va plus vite, parce que les administrations ont beaucoup de choses à faire et nous on est carrément sur le terrain. Donc ça serait sympa parce que qu'il y ait des associations qui puissent, avec qui on puisse travailler et tout et lancer beaucoup de choses sur le terrain. Parce que pourquoi? Une association, c'est un laboratoire. Quand vous voyez le Club Med, autrefois, c'était une association. Quand elle fonctionne et puis elle est porteuse d'expansion économique. Quand on fait des festivals, par exemple, on est porteur d'expansion économique parce qu'il y a plein de gens qui travaillent autour d'un festival locaux. Donc, il y a aussi, c'est une plateforme de communication entre les personnes, entre les corporations, les artisans, les chanteurs, les artistes. On est aussi pour, comme vous avez parlé de la Honda et du documentaire de Yazid qui est formidable, on est aussi pour le transfert, pour la protection de la matière grise des artistes, parce que les artistes en ont besoin, les artistes algériens, et aussi l'Algérie, c'est très bien, et je félicite cette initiative de la Honda parce qu'elle veut préserver ses cerveaux. C'est comme ça qu'on peut déjà les ramener, déjà en préservant leur matière grise, leur création. Effectivement. Voilà. Donc merci. Nous, voilà, mon dernier mot, c'est un petit coucou à mes petits-enfants, à Clermont-Ferrand, à ma famille. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je rappelle, était parmi nous Madame Aziza Aouer, qui est vice-présidente de l'association austro-algérienne. Était parmi nous également Dr Abdelrahman Abben, qui est professeur des universités, inventeur et directeur de l'Institut Euro méditerranéen des énergies renouvelables. Et était parmi nous également Madame Yamina Khodri, qui est présidente de l'association Algéria comme Event. Nous avons donc parlé aujourd'hui des expériences de nos invités, chacun dans son domaine. Alors, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un grand plaisir. D'ici là, je vous dis portez-vous bien. Bonne soirée avec les programmes de Canal Algérie. On se quitte avec cette ambiance donc, qui a régné ce jour-là sur le jour donc, du vol inaugural Alger-Vienne. Et c'était en compagnie donc, de l'association austro-algérienne. Au revoir et bonne soirée. فكر الله يشمي غزري المغديزان